avec un simple ETF, tu peux arriver à faire mieux que 90% des investisseurs sur le long terme. Un des plus gros risques, c'est le risque de l'investisseur lui-même, qui peut prendre de très mauvaises décisions. Le plan, il est simple, mais la majorité des gens n'y arriveront pas parce que mentalement, à un moment donné, ils vont craquer. Il y a Mathieu de S'Investir qui est avec nous ce soir. On va discuter ensemble d'investissement. Pour rappel, on est en live tous les mardis soirs et les jeudis soirs. On traite du Web 2 et du Web 3. Et ce soir, on va s'intéresser à l'investissement. Avant de commencer, moi, ce que je te propose, c'est une petite présentation. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont... J'ai eu un compte titre des assurances vie quand j'étais mineur. On a investi très tôt, mais pas avec les meilleures choses. C'est-à-dire qu'on a commencé par les conseils du banquier, les frais élevés, etc. Quand j'ai analysé tout ça, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, j'avais déjà cette passion de l'investissement et j'ai encore plus creusé là-dedans. Alors, j'ai fait des études d'ingénieur entre-temps, data scientist. Et donc, après, sur l'investissement en tant que tel, moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube fin 2019, début 2020. Ça a bien pris et puis moi je me suis pris d'engouement là-dedans et pour moi c'est bien plus passionnant que l'ingénierie et du coup je suis devenu CIF aussi, conseiller en investissement financier et maintenant on fait pas mal de choses avec S'Investir, on fait des formations, des programmes d'accompagnement, on fait de l'accompagnement personnalisé en tant que CIF pour ceux qui veulent investir en SCPI aussi en immobilier passif et voilà et donc beaucoup de vidéos YouTube aussi de pédagogie sur l'investissement long terme, sur les ETF. Quand tu as fait le CIF, ça t'a pris combien de temps? C'était à peu près sur 1 an. Parce que tu as CIF, tu as aussi la certification AMF à faire. Et l'avantage derrière, c'est que du coup, toi, tu n'as pas besoin de dire NFA. Enfin, Not Financial Advice, c'est ça? Tu n'as pas le droit de faire de l'accompagnement personnalisé si tu es passif. Si tu es juste YouTuber et tu parles comme ça, en soi, ce n'est pas de l'accompagnement personnalisé parce que tu n'as pas étudié la situation très précise d'une personne et tu ne lui recommandes pas très précisément ce qu'il lui faut pour elle. Donc, c'est OK si tu es passif. Aujourd'hui, il y a quoi comme type d'investissement, par exemple, pour des personnes qui seraient débutantes? Il y a tout ce qui est bourse, donc actions, obligations. Il y a des choses qui peuvent être assez simples. Alors, si vraiment la personne elle débute, les ETF, justement, ça, c'est vraiment le mon dada, entre guillemets. Enfin, il y a une partie des ETF, en fait, qui permettent vraiment d'investir très passivement en bourse et de manière très performante. C'est un panier d'actions dans lequel vous allez investir. Donc, par exemple, un ETF CAC 40, vous allez investir dessus et ça va investir pour vous ensuite, derrière, dans les 40 entreprises, 40 des plus grosses sociétés françaises. Donc, c'est un panier d'actions déjà diversifié. Vous avez même un ETF, par exemple, MSCI World, 1600 actions. D'un seul coup, vous mettez 10 € par exemple dessus et vous avez 1600 entreprises dans votre portefeuille. Ça permet d'avoir un portefeuille bien diversifié, très performant historiquement, bien équilibré et c'est très rapide en fait à mettre en place. L'intérêt de l'ETF, c'est que vu que tu achètes un panier d'actions, dans le temps, tu vas avoir un profit risque réduit quasi à 0 pour le risque et un profit qui risque, lui, d'augmenter de l'ordre de 2, 3, 7, 10% peut-être sur le long terme. Ouais, historiquement, un ETF MSCI World, c'est autour de 10,6% par an, brut d'inflation. Il faudra retrancher l'inflation. C'est surtout aussi très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que si toi, tu investis en bourse, demain, tu sélectionnes tes actions, genre je veux investir dans Tesla, je veux investir dans Amazon, je veux investir dans Apple, toi, tu as très peu de probabilité de faire mieux que l'ETF. Plus de 90% des professionnels n'arrivent pas à battre un simple ETF S&P 500 sur le long terme. Et donc, avec un simple ETF, tu peux arriver à faire mieux que 90% des investisseurs sur le long terme. C'est très puissant. C'est appuyé en fait par beaucoup d'études. C'est tout le pan de l'investissement EBI, donc Evidence-Based Investing, donc l'investissement basé sur les preuves et les faits. Si on investit comme ça, en fait, on a tout un appui théorique derrière qui nous dit, ouais, en fait, c'est peut-être la meilleure chose à faire. En France, du coup, vous avez la possibilité, par contre, d'investir avec un PEA pour pouvoir limiter les frais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit? PEA, donc plan épargne en action. En fait, quand tu investis en bourse en France, le stade 0, c'est tu perds 30%. À chaque fois que tu touches un dividende, c'est 30% d'impôt. À chaque fois que tu vends une action en plus-value ou un ETF en plus-value, c'est 30% d'impôt dessus, sur les gains uniquement. Donc ça, c'est un peu la règle de base. Et après, il y a des petites niches fiscales, comme l'assurance vie, comme le PEA justement. Et le PEA, ça peut être très avantageux parce que si tu le détiens, tu n'as pas d'imposition sur les dividendes. Si tu perçois les dividendes, tu n'as pas d'impôt, des dividendes français. Parce que le PEA permet par contre que d'investir sur des actions françaises et européennes et des ETF aussi, mais on va en reparler ensuite. Tu paieras des impôts que quand tu retires. Mais bon, c'est quand même déjà un sacré avantage parce que ça permet de capitaliser et de faire tourner la machine des intérêts composés beaucoup plus
que si on te prend 30% à chaque fois que tu touches des dividendes, par exemple, sur un compte titre. Et puis ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'au bout de 5 ans de détention du PEA, tu es fiscalisé à 17,2%, donc uniquement les prélèvements sociaux, au lieu de 30%. Donc, tu as quand même un taux réduit qui n'est pas négligeable. Donc, globalement, PEA, c'est pas d'impôt tant que tu ne retires pas d'impôt sur les dividendes français. Et quand tu retires, c'est 17,2 quoi. À la base, tu peux investir que dans des actions européennes et françaises avec le PEA, mais tu peux aussi placer des ETF, style ETF S&P 500. Et donc, in fine, tu vas avoir des actions américaines dans ton PEA, alors qu'à la base, tu n'avais pas le droit. Donc, finalement, tu peux créer vraiment sur un PEA un portefeuille bien diversifié avec des actions américaines, des actions européennes, des actions japonaises, des actions chinoises, grâce aux ETF. Optimiser ta fiscalité puisque en exploitant l'avantage fiscal du PEA. Et donc, c'est un peu tout bénef et c'est clairement une opportunité pour les investisseurs et les épargnants français. Ouais. Est-ce que tu as, par exemple, en tant qu'investisseur, des méthodes pour minimiser le risque? Quand on est sur les marchés financiers et sur l'investissement, et même en crypto, un des plus gros risques, c'est le risque de l'investisseur lui-même, qui peut prendre de très mauvaises décisions. C'est très documenté avec tout ce qui est finance comportementale, les travaux de Kahneman. Voilà, c'est tout un pan maintenant aujourd'hui de la finance. Ça doit être encore plus vrai dans les cryptos parce qu'il y a tellement d'émotions dans la crypto. Aujourd'hui, si tu veux gagner sur le long terme, on te dit investis sur un ETF MSCI World et tu le tiens pendant 20 ans. Le plan, il est simple, mais la majorité des gens n'y arriveront pas parce que mentalement, à un moment donné, ils vont craquer. Donc, il faut tenir sur le long terme, même si il y a des moments où c'est très compliqué. Alors, s'il y a quelques outils. Ouais, alors les outils PEA, donc Boursorama. Compte titre, j'en ai plusieurs après, mais je dirais que Trade Republic, je pense, c'est les meilleurs aujourd'hui. Assurance vie, c'est en frais, même surtout en fait avec les plans d'investissement programmés, c'est génial quoi. Ouais, pour gérer son patrimoine et avoir une belle vue d'ensemble, Finari, moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, globalement, bon, il y a pas mal d'outils annexes autour, mais ça c'est déjà bien. Pourquoi les actions à dividendes ne sont pas top? C'est pas qu'elles sont pas top, c'est qu'il y a une grosse idée reçue sur les dividendes. C'est qu'on pense que quand tu touches des dividendes, tu gagnes de l'argent. En fait, les dividendes, et ça a été montré depuis des années, depuis peut-être 60 ans, c'est pas une création de valeur, un dividende. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'entreprise verse son dividende, tu as le cours de l'action qui diminue du même montant. En bourse, il faut vraiment regarder deux trucs. C'est certes les dividendes que tu gagnes, mais aussi comment s'apprécie ton patrimoine. Donc en gros, si tu gagnes 5% de rendement en dividendes, mais que ton patrimoine il fait plus 2, que ton portefeuille en bourse il fait plus 2% dans l'année, au final, tu as gagné 7%. Mais s'il y a un autre gars, il gagne 0% en dividendes, mais 10% en valeur de portefeuille, bah lui, il finit avec 10%. Donc, il est dans une meilleure position, le gars qui gagne 10, que le gars qui gagne 7 avec des dividendes. Quelle est ta vision, toi, globale sur l'investissement en général, au vu de la situation actuelle, du marché, de tout ce qui se passe? Quand tu es investisseur passif et que tu as compris qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, justement, timer le marché, essayer d'anticiper en essayant d'avoir des infos que les autres n'ont pas, alors que, en fait, très probablement, tu n'as pas plus d'infos que les autres, tu n'es pas plus intelligent que les autres. Ouais. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, justement, c'est se dire comment j'investis aujourd'hui en fonction de l'économie actuelle, en fonction de la conjoncture. Voilà, tout ce raisonnement, en fait, il faut plutôt le bannir. Donc, comme on ne sait pas anticiper le futur, comme on ne sait pas générer des profits grâce à une analyse de la conjoncture actuelle ou autre, il faut raisonner autrement. Pour ou contre l'intelligence artificielle sur le marché boursier? Je pense pas que ça va révolutionner les marchés financiers, tu vois. De un, elle y est déjà. Et de deux, le marché est tellement complexe. Parce que le marché, c'est quoi? Le marché, c'est l'ensemble des investisseurs. C'est l'ensemble de leur prise de décision. L'ensemble de leur réflexion cognitive. Tu imagines ce qu'il faudrait modéliser en termes d'IA, c'est-à-dire réussir à anticiper les anticipations des investisseurs. Sur des anticipations qui sont sur des news inanticipables. Parce que tu vois, il faut prédire la news, il faut prédire la réaction à la news. Bref. C'est clair. Et puis de toute façon, je pense que ça conforterait l'idée d'investir passivement parce que ça rendrait les marchés encore plus efficients. Tu vois. Je suis plutôt pour parce que je suis assez pour le progrès, tu vois. J'aimerais bien voir ce que ça donne et
Donc, ouais, après, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut être clairement utilisée pour des utilités, enfin, pour des choses bien plus utiles, quoi, que essayer de casser le marché. Genre, ça n'apporte rien à l'économie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Ça nous a fait très plaisir avec Mathieu. Je vous souhaite une excellente soirée. Fin de transmission. Ciao.